sont pas mal. Bienvenue à tous, ici l'image de l'Afrique qui vous est présentée par Novella Nikuigizé. Comme vous le savez, chaque semaine, nous parlons des questions clés pour le développement du continent. Cette semaine, on parle de l'économie mobile et plus généralement de la pénétration des nouvelles technologies sur le continent et surtout des avantages et des nouvelles opportunités qu'on y voit. Nous sommes avec un panel qui est divers et varié et qui nous permettra de mieux comprendre cette question. J'ai d'abord l'honneur d'accueillir son Excellence le Dr Amani Abouzaïd, qui est le commissaire pour l'infrastructure et l'énergie au sein de la Commission de l'Union africaine. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes aussi avec Jean-Philibert Nsengimana, qui est un conseiller au sein de la Smart Africa Secretariat qui est basé ici à Kigali. Merci d'être avec nous. Et aussi avec Jean-François Lebihan, qui est le directeur des politiques publiques sur l'Afrique subsaharienne au sein du GSMA. Merci beaucoup d'être avec nous. Et avant d'aller directement dans la discussion, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil aux chiffres clés dans cette thématique de la pénétration du mobile et des nouvelles technologies en Afrique. Et juste après ça, on revient pour échanger avec nos invités. Restez avec nous. Dans le rapport de l'économie mobile de 2017 de l'organisation commerciale GSM Association. Selon les données, il y a eu 731 millions de connexions SIM en Afrique à la fin de 2016. Ce chiffre passera également à près d'1 milliard d'ici 2020. Les plus grands marchés africains sont la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Nigeria et la Tanzanie. Avec près de 200 millions, les connexions aux smartphones ont doublé au cours des 2 dernières années en Afrique subsaharienne. Le rapport explique cette croissance par l'accessibilité croissante des nouveaux appareils et la croissance du marché des appareils d'occasion. Cela affecte cependant la croissance des revenus dans la région qui continue de baisser en raison des services de messagerie comme WhatsApp et Facebook Messenger. La pénétration mobile en Afrique de l'Ouest est la plus élevée au Cap-Vert, en Gambie, au Ghana et en Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Est, elle est plus élevée au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie. En Afrique centrale, Gabon, Congo et Sao Tomé et Principe. Je ne vais pas oublier l'Afrique australe, Seychelles, Maurice, Botswana et Afrique du Sud. Le secteur de la téléphonie connaît un essor considérable en Afrique ces 10 dernières années. Si l'Afrique compte 1 milliard d'habitants, 600 millions ont aujourd'hui un téléphone mobile. Avec l'avènement du mobile banking, l'usage du téléphone prend une place non négligeable dans le développement économique du continent. Le mobile banking permet également aux Africains ruraux ou périurbains d'avoir accès à des informations jusque-là réservées aux détenteurs d'abonnements Internet. Je pense qu'il y a un support considérable même, étant donné que la virtualisation, notamment par l'Internet, nous permet d'éviter de se déplacer, de pouvoir faire du paiement à distance, de pouvoir régler des situations à distance. Pour moi, le téléphone et ensuite l'Internet, parce que c'est la brique qui se pose au-dessus et qui montre un véritable dynamisme en Afrique, est un raccourci même pour le développement et pour la mondialisation de l'Afrique. Entre les SMS et les connexions à Internet, le mobile est devenu un vrai enjeu de développement. Le marché du mobile banking en Afrique va peser plus de 200 milliards de dollars en 2015. Un potentiel qui dope déjà l'économie de nos États. Nous sommes tous là pour concourir à cet objectif-là, justement, de faire gagner à nos pays des points en PIB, dans le développement. Et les télécoms, ils contribuent beaucoup au développement du PIB des pays. 44% par an, peu de secteurs peuvent se vanter d'un tel taux de croissance en Afrique subsaharienne. Le marché de la téléphonie mobile est en pleine explosion depuis 2000, loin devant la téléphonie fixe. 475 millions de connexions mobiles ont été enregistrées contre seulement 12,3 millions de lignes fixes.
Il y a un appétit insatiable car il n'existe pas d'alternative Internet pour ligne fixe. Ce n'est pas forcément que les gens souhaitent avoir une connexion Internet mobile en complément de leur connexion Internet fixe. Ici, la connexion mobile est la seule solution existante. Considérée comme la terre promise des télécoms, l'Afrique est devenue le second marché en nombre d'abonnés. Et la marge de progression est encore grande puisque le taux de pénétration n'est que de 67,55% contre une moyenne mondiale de 91%. Nous voyons beaucoup de potentiel en RDC, au Congo et en Éthiopie. En ce moment, les taux de pénétration en termes de mobile sont bas, mais ces pays ont des populations énormes. C'était le cas du Nigeria il y a 5 ou 10 ans. Le Nigeria se hisse désormais à la première place avec 100 millions d'abonnés enregistrés au deuxième trimestre 2012. Pour poursuivre leur progression, les pays du sud du Sahara devront néanmoins améliorer la capacité des réseaux et le cadre réglementaire. D'après nos prévisions, si les gouvernements mettaient en place un réseau Internet mobile assez puissant, cela pourrait générer 34 milliards de dollars de PIB en Afrique subsaharienne. Et si nous supposons que la croissance du PIB et l'emploi sont liés, et ils le sont, cela créerait 15 millions d'emplois directs et indirects en plus. Le secteur emploie actuellement 3,5 millions de personnes et génère 32 milliards de dollars à l'économie de l'Afrique. Il ne représente que 4,4% de son PIB. Le secteur de la téléphonie mobile est très dynamique en Côte d'Ivoire où l'on compte 3 opérateurs. Avec un taux de pénétration de 121,83% en de nombre de manières cumulées, 29 704 571 abonnés au 31 mars 2017. Au-delà de la voix et des données, le secteur enregistre une explosion des services financiers mobiles avec 7 646 651 comptes mobile money. Plus de 15 milliards de francs CFA de transactions journalières ont été effectuées en 2016. Le taux de pénétration du mobile money est de 31,36%. Pour les spécialistes, on doit s'attendre maintenant au développement des services à valeur ajoutée qui constituent le nouveau bassin de croissance des opérateurs. La compagnie ivoirienne d'électricité a vu les paiements de factures par téléphone mobile croître de 56% en 2016. Les autres services, c'est d'abord l'Internet. Quand on parle des autres services, c'est la transmission de données. Les images, regardez à quel point aujourd'hui, que ce soit sur Viber ou WhatsApp, on peut envoyer des photos, on peut envoyer des blagues, on peut envoyer des vidéos. La proportion des revenus des opérateurs, la proportion des usages au niveau d'un consommateur va être plus faible au niveau de la voix, au profit de tout ce qui est donné. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire s'apprête à lancer une nouvelle innovation sur le marché avec la portabilité des numéros de téléphone, une technique permettant aux abonnés de conserver leur numéro de téléphone en cas de changement d'opérateur. Une mesure qui devrait garantir la fluidité des transactions de mobile money. Le numéro commence à devenir un compte bancaire. Lorsque j'ai un numéro de téléphone, c'est sur ce numéro qu'on m'a fait mes transferts de mobile money. Donc le principe de perdre le numéro va commencer à poser un problème. Donc parce que je ne tiens pas à perdre mon compte bancaire. Si mon correspondant ne sait plus au bout de 3 ans, 4 ans que j'ai perdu de me faire un transfert, le nombre de plaintes va se poser. Aujourd'hui, le numéro de téléphone devient un identifiant personnel pour quelqu'un. Les consommateurs espèrent que l'interopérabilité des réseaux de mobile money soit effective afin d'effectuer des transactions sans être obligés d'utiliser uniquement la plateforme de leur opérateur. Cela aurait pour conséquence de booster le volume des transactions de mobile money en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être avec nous et surtout à l'occasion de cette rencontre du GSMA, on parle de la pénétration du mobile en Afrique. Alors j'aimerais commencer avec vous, Dr Abouzaïd. Selon vous, est-ce que les infrastructures telles qu'elles sont aujourd'hui permettront d'accélérer finalement cette utilisation du téléphone mobile sur le continent ? Merci d'abord de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Oui et non. Je voudrais d'abord souligner que l'Afrique a fait de grands pas dans le domaine des TIC. Et maintenant, les TIC représentent à peu près 8% du PIB donc, du continent. C'est une part déjà importante. La pénétration du portable, ou bien du mobile, très importante en Afrique.
qui dépasse les 80 ou même 85%. Mais la question n'en est pas vraiment là, parce que nous avons déjà dépassé cet aspect de pénétration de mobile. Nous cherchons donc à une pénétration de l'Internet et l'Internet rapide et les services donc, qui suivent, qui pourraient donc être utiles à notre population et aussi aux différents secteurs. Ça, c'est là où il y a vraiment le problème et c'est là où il y a donc besoin, d'accélérer la connectivité pour tout le monde, d'assurer que cette connectivité se passe à une vitesse très importante et donc de créer l'environnement propice pour que et le gouvernement et le secteur privé donc développent ce qu'il faut moyennant cet outil très important qui est donc les TIC. En ce qui concerne les TIC, ça ne peut pas être, on ne peut pas prendre une approche nationale. Ça doit nécessairement passer par la collaboration entre les différents pays. Et à Smart Africa, justement, vous essayez de mettre en place cette collaboration. Selon vous, est-ce qu'on voit davantage est-ce que les gouvernements sont responsifs ou répondent, disons, à l'appel de la pénétration des nouvelles technologies? Absolument. Il y a plusieurs facteurs qui vont accélérer, donc, non pas seulement la pénétration, comme Mme Abouzeid vient de le dire, mais aussi la transformation et l'impact que nous aimerions voir les nouvelles technologies avoir sur le développement. Alors, vous savez qu'il y a des choses qui se font au niveau national, mais pour que l'Afrique puisse être compétitive par rapport aux autres continents, dans le marché global, il faut qu'on soit un marché beaucoup plus large, beaucoup plus fort. Et c'est tout le sens qui est derrière la zone de libre-échange panafricaine. C'est le même esprit qui anime Smart Africa, de pouvoir mutualiser donc les forces, l'innovation, les marchés, les investissements pour être plus compétitif comme marché continental. Alors, la réponse est très bonne et ce n'est pas seulement la réponse des gouvernements, c'est également la réponse des acteurs du privé et de la société civile également. Donc, il faut que nous puissions travailler ensemble pour que ces nouvelles technologies puissent avoir un sens, accélérer le développement, mais aussi la transformation, améliorer le standard de vie de nos populations qui restent, pour la majorité, comme vous le savez, en milieu ruraux, accélérer l'éducation, améliorer les soins de la santé, l'accès au marché, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qui va vraiment donner signification et sens à ce que nous faisons ici dans ce sommet. Et justement, vous parlez de la population en milieu rural qui, de plus en plus, achète des téléphones portables et peut-être quelquefois des smartphones. Mais on comprend, bien sûr, que avoir ces outils différemment, enfin, dépendamment des différents pouvoirs d'achat, ça ouvre des opportunités qui sont différentes, surtout pour le secteur privé. Et justement, en Afrique, on a une majorité de petits consommateurs, entre guillemets, de technologies mobiles. Est-ce que ça ne va pas porter un frein, justement, au développement de ce secteur pour le secteur privé ? Alors en effet, l'accès au débit mobile que Madame la Commissaire a souligné comme un horizon pour lequel les gouvernements et l'industrie se battent, puisqu'il permet de transformer les vies des Africains dans leur quotidien, jusque dans les campagnes. C'est un aspect important. Les smartphones aujourd'hui, sur le marché, il est possible de trouver des modèles dont le prix s'est beaucoup réduit. Je vois que vous tenez sur vos genoux la publication que la GSMA vient de publier, avec quelques chiffres dedans. En 2012, un smartphone, un prix moyen était autour de $200. On est descendu maintenant à $100. On voit quelques produits à low cost vers les $50. Donc en effet, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience de l'industrie, des équipementiers, de pouvoir mettre à disposition des populations aux revenus limités un outil qui va leur permettre l'accès à de nouvelles opportunités. Et c'est au cœur du travail de la GSMA, l'association des opérateurs mobiles, de pouvoir mettre en avant, de pouvoir partager les expériences que certains de nos membres font avec d'autres partenaires pour tester de nouvelles façons. Le Rwanda fait partie d'un de ces marchés où, par exemple, l'accès au mobile et à l'Internet doit pouvoir être facilité à travers des efforts de formation pour faire monter en compétence les populations, et l'occasion peut-être de revenir sur ce sujet plus tard.
Oui. Peut-être on reviendra sur l'expérience du Rwanda un peu plus tard, mais vous parlez des appareils low cost. Et ces appareils, on sait, sont produits avec un objectif justement d'être accessibles, abordables pour la majorité de la population. Mais ça pose aussi le problème de la qualité du produit finalement. Un produit qui va se dégrader plus rapidement et éventuellement peut avoir un impact écologique finalement. Est-ce qu'au niveau des politiques publiques, est-ce qu'on a des manières peut-être de limiter les conséquences néfastes justement de la prolifération des mobiles, des téléphones mobiles low cost à usage presque unique quelquefois? En fait, je voudrais recentrer la discussion pour toutes les questions de l'accès et aussi des impacts positifs des TIC, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la machine, enfin du portable en fait. Et il s'agit aussi de l'accès, l'abordabilité, enfin le prix donc de cette connexion Internet qui reste en Afrique extrêmement élevée. Enfin, on parle parfois même 4 fois plus ce que paye une population dans un autre continent. Donc ça c'est un handicap, ça c'est une question majeure. Donc il n'y a pas que le téléphone. Et encore pire dans les zones rurales, les zones rurales alors qu'il y a disponibilité, ils payent le même prix que payent par exemple ceux qui vivent dans les zones urbaines. Donc il faudrait aussi voir les choses et que c'est pas uniquement la question donc du portable. À savoir que c'est vrai que dans nos pays, maintenant la majorité de nos pays, nous sommes en train donc de développer et utiliser les dernières technologies, soit pour la connectivité et soit pour les opérateurs aussi, ils déploient donc les dernières technologies, mais on n'oublie pas qu'il y en a ceux qui n'ont pas donc accès à ces technologies. Il y a pas mal d'applications que nous avons donc autour du continent qui continuent à utiliser les SMS, même le e-commerce. Il y a des plateformes qui tient en compte aussi le fait qu'il y en a ceux qui ne sont pas connectés à travers Internet. Ce n'est pas une excuse pour continuer à ne pas être connecté sur Internet, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas oublier, pas de vue, que la question est beaucoup plus large que juste un portable. Jean-François a parlé aussi de la question de la formation. La formation à tous les niveaux. Et ça commence aussi par une alphabétisation numérique. Le Rwanda nous donne un exemple extrêmement intéressant et aussi à travers Smart Africa, nous avons donc un programme qui vise spécifiquement les femmes et les filles, chose que nous avons aussi à l'Union africaine. Donc là aussi, il faudrait que nos jeunes qui sont déjà peut-être au-delà, oui, mais une bonne partie de notre population, il faudrait aussi maîtriser cet outil numérique. Les outils numériques, il n'y a pas que l'utilisation du portable, mais vraiment aller au-delà et développer donc les applications et le contenu et les services qui est pertinent pour nos populations, bien des communautés bien particulières. Il y a juste quelques mois, nous étions là à Kigali, donc pour Smart Africa et la transformation de l'Afrique. Et la jeune qui a remporté le prix pour les filles, c'est quelqu'un qui a développé une application qui en Hausa, la langue donc dans la région du Sahel, donc qui permet donc à accéder aux services de secours et ainsi de suite. C'est pour donner aussi un peu plus de contenu au-delà de le portable et de ne pas centrer la discussion autour de ça. Si on revient peut-être sur cette question d'accessibilité, on a un objectif de 1%. 1% du capital des ménages qui devrait aller à l'accès peut-être aux communications, etc., etc. Où est-ce qu'on en est au niveau du continent sur cet objectif-là? Bon, je ne sais pas si le rapport de la GSMA parle de cet objectif. Ce qui est important, je crois, derrière la question que vous posez, c'est de savoir que pour que ces nouvelles technologies puissent pénétrer, vraiment faire la différence, il faut des investissements. Et il faut un modèle de retour sur investissement. Donc, le partage de wallet, comme on dit, ce que les gens dépensent sur les communications, c'est important.
Et je crois qu'en même temps qu'il faut que les gens puissent pouvoir payer pour accéder aux services, mais il reste important dans le contexte africain que les services et l'accès soient abordables. Et il y a une étude qui a été faite au Kenya. Je suis d'ailleurs surpris par l'objectif de 1% parce que l'étude a trouvé que les ménages qui vivent à moins de $2 par jour, en fait, dépensent beaucoup plus sur les communications que sur la nourriture. Donc, ça reste quand même extrêmement très cher pour ces gens-là, pour qui l'accès à l'information et aux services de communication devrait être un droit de l'homme, un droit humain. Donc, il faut trouver une façon plus innovante, comme Madame la commissaire vient de le dire, de pouvoir différencier et offrir des services que les gens puissent aborder à leur coût, à leur niveau de revenus. Donc, avoir un même prix pour tout le monde, c'est pas juste. Et je sais que la société Airtel, par exemple, ici au Rwanda, avait essayé de faire un prix différencié entre les villes et les milieux ruraux. Donc ça avait permis, je me souviens au temps où j'étais au ministère, ça avait permis à Airtel de gagner en termes de clients dans les milieux ruraux. Et je crois qu'il faut continuer à penser, parce qu'aujourd'hui, la pyramide, en fait, est inverse. Les gens qui ont le plus de moyens payent moins et les pauvres payent plus. Donc, c'est une punition, c'est une pénalité. Ça s'appelle poverty penalty. Et ça, l'industrie, peut-être que c'est le moment de pouvoir lancer le défi à notre collègue de la GSMA, de pouvoir amener plus de justice dans cette industrie qui, parfois, on a l'impression qu'elle exploite les pauvres au profit des riches. Et c'est exactement la même chose qui se passe au niveau du service du roaming, par exemple, où les pays africains payent parfois même 10 fois plus que les pays européens. Et les données, par exemple, qui sont moins chères en Europe ou dans les marchés occidentaux qu'en Afrique. Donc, c'est une industrie qui se transforme aussi pour s'ajuster à la digitalisation. Mais il faut qu'en Afrique, ce que Smart Africa promet, c'est de pouvoir mettre en place un environnement qui permet au service de pouvoir s'adapter aux réalités, à nos réalités locales. Je pense que dans ce que vous disiez, dans ce que vous dites, il y a deux aspects, non seulement l'aspect du consommateur, mais aussi l'aspect de la régulation au niveau du continent. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre ou donner davantage d'informations de ce côté-là? J'allais rebondir sur le point, qu'on vient de débattre sur l'accessibilité et l'abordabilité donc des prix, pour dire qu'à l'Union africaine aussi, nous avons lancé donc une initiative pour ramener les échanges Internet sur le continent, enfin les points d'échange, puisque juste ici, ça transitait par ailleurs et ça nous revenait très très cher. Enfin, d'une part, nous on voudrait que nos échanges restent en Afrique. Ça, c'est d'une part, et puis aussi pour le coût. Et juste à ce jour, on a 34 pays donc, qui ont donc l'IXP ou bien donc les points d'échange Internet, dont le Rwanda, et c'est très réussi ici au Rwanda. Et ça offre des gains de coûts pour l'industrie. Donc, en fait, les objectifs des gouvernements sont aussi les objectifs des opérateurs, puisque tout simplement, vous parlez de population aux revenus limités et pour qui les communications représentent des dépenses importantes. Et pour nous, pour que ces personnes-là puissent avoir accès et consommer plus, c'est important justement de pouvoir amener un point de coût et de prix inférieur. Et donc là, il y a un travail qui se fait avec les gouvernements, avec nos différents partenaires, que ce soit les équipementiers, on parlait des smartphones, mais aussi les équipementiers qui fournissent les équipements de réseau. Quand on déploie un réseau mobile, et il y a besoin d'installer des tours, connecter ces tours les unes après les autres, et ces tours fonctionnent avec des fréquences radio. Alors les fréquences radio, c'est un petit peu le carburant de l'industrie mobile, et c'est intéressant de comparer aussi pays développés et pays en voie de développement et ces économies émergentes, puisque la GSMA justement a fait une étude et qu'elle a donné en partage pendant l'événement sur le prix de ces fréquences, et on voit en effet qu'il y a des disparités entre pays développés et en pays dans les économies en voie de développement. Ces fréquences
coûtent 2 fois plus cher. C'est-à-dire que les gouvernements, notamment africains, les ont mis à la disposition des opérateurs pour un prix qui est double. Et donc, en effet, ça correspond à un surcoût. Et précédemment, Madame la Commissaire a indiqué l'accès à l'énergie comme un aspect important. C'est vrai que l'électrification du continent, c'est un défi pour tous les secteurs de l'économie. Aujourd'hui, ces tours dont je vous parle fonctionnent beaucoup avec des générateurs diesel. Et donc, il faut amener l'essence, les taxes sur l'essence aussi. Et donc, ça, c'est vraiment un surcoût. Alors, l'industrie s'engage, vous parlez d'environnement, de pouvoir installer des panneaux solaires sur pour alimenter ces tours et aussi partager cet accès à l'énergie avec la population à l'intérieur. Il y a plusieurs projets dans ce cadre-là au Rwanda et plus loin. Un autre aspect, on parlait de smartphones, c'est aussi la fiscalité. Et le Rwanda a été un des premiers pays d'être clairvoyant sur les taxes d'importation des terminaux mobiles et de se dire que c'était en effet un levier qui permettait de rendre l'accès aux terminaux et aux services de façon plus importante. Un autre travail de recherche que la GSMA fait à intervalles réguliers, elle utilise un index de la connectivité qui se base sur 4 leviers finalement de l'accès: l'infrastructure, l'abordabilité, donc le coût, mais aussi les compétences numériques, et vous parliez de la formation, ainsi que l'aspect contenu, c'est-à-dire les services, et vous les avez tous les deux abordés. Donc, afin de rendre le service le plus grand possible aux populations, et donc tout ce qui est innovation, entrepreneuriat, qui est au cœur de la logique de Smart Africa, et la Commission de l'Union africaine dans les grandes lignes de la politique en termes d'économie numérique et comment la rendre possible sur le continent. Et la GSMA essaie de contribuer à ces efforts-là à travers offrir cette plateforme que nous sommes en tant qu'association des opérateurs mobiles pour rapprocher ces jeunes pousses, ces startups des opérateurs, puisque finalement ces réseaux mobiles sont un petit peu la plateforme sur lesquelles ces applications peuvent être mises à la disposition de la population. Jean-François, il a aussi, il a mis le point sur plusieurs aspects très intéressants aussi, parce qu'il ne faut pas regarder les TIC en tant que secteur qui existe en soi dans le vide. Donc les liens, en fait, maintenant les TIC, c'est à la base pratiquement de la transformation de tous les autres secteurs. Donc il a parlé de l'importance de l'énergie pour les TIC, mais je peux parler aussi de l'importance des TIC pour l'énergie. Nous développons maintenant à travers le continent donc les smart grids ou bien les réseaux intelligents et en fait il n'y a pas que l'énergie ou bien smart grids, mais les infrastructures intelligentes. Et déjà on a des routes, donc des autoroutes, 2 autoroutes qui sont presque terminées dans le continent, qui sont des smart corridors, et on en développe encore trois autres. Enfin, j'ai parlé des smart grids, l'entrepreneuriat, donc et l'emploi des jeunes, donc à travers l'initiative de Smart Africa et plein d'autres initiatives autour du continent. Et on en a plus que 300 hubs maintenant numériques à travers le continent, chose à nous rendre tous très très fiers et contents. Et à savoir que le plus souvent, ce sont des hubs qui sont sponsorisés par le secteur privé. Donc, encore une fois, ça démontre à quel point donc notre continent se développe non seulement pour les TIC, mais en éliminant les démarcations entre public, privé et société civile. Nous essayons donc à travers plusieurs initiatives d'utiliser cette technologie pour le bien-être des Africains et l'amélioration de la qualité de vie. Et de créer ces synergies. Peut-être juste avant que on revienne sur vous, on a parlé du contenu et vous avez parlé de ces jeunes filles qui ont créé des applications, et je pense que l'un des aspects importants, c'est ces applications qui amènent des solutions aux problèmes africains finalement. En ce qui concerne les services et le contenu, et là peut-être vous pourrez aussi revenir dessus, on a bien sûr du contenu qui va venir de l'État, par exemple le service Irembo qui a été lancé ici au Rwanda, et aussi des applications qui sont
populaire, on va dire, en Afrique, le mobile money, etc., etc. Alors, quelles sont les tendances de développement justement de ce contenu? Parce que la plateforme est là, on avance, on développe la plateforme, mais il faut aussi qu'il y ait finalement des acteurs qui soient là pour prendre ces opportunités. Quelles sont les tendances à ce niveau-là? Peut-être avant d'arriver là, j'aimerais clore sur la question des coûts, parce que j'ai lancé un petit défi au secteur privé. Il a très bien répondu. Et parmi ses réactions, il a mentionné les facteurs qui font que les services sont chers, que c'est plus cher en Afrique de gérer un réseau parce que les coûts de construction, d'énergie, ainsi de suite sont plus élevés, et la question des fréquences qu'il a mentionné. Donc, j'aimerais aussi prendre ce défi comme un défi qui regarde les gouvernements, et la question des taxes, de la fiscalité qu'il a mentionné. Je crois que c'est un devoir aussi pour les gouvernements africains de pouvoir améliorer l'environnement des affaires en matière de télécommunications, pouvoir comprendre la logique que les nouvelles technologies, c'est comme un ferment pour le développement. C'est comme une semence. Donc, quand tu as une semence, il y a deux options. Tu peux le manger et puis se rassasier un jour et puis mourir de faim pendant 6 mois, ou bien tu peux le planter, l'arroser et puis le fertiliser pour pouvoir récolter plus tard. Donc, ce que nous considérons au niveau de Smart Africa et aussi au niveau du gouvernement du Rwanda, c'est que les nouvelles technologies, c'est comme un catalyseur. Donc, il faut les rendre le plus accessibles pour que les effets économiques puissent se faire remarquer, pour qu'on puisse récolter dans les autres secteurs de l'économie et pas en taxant le secteur des télécoms. Alors, sur la question des services, je dirais en général. Oui, voilà, de l'innovation en général. Donc, la commissaire l'a très bien dit que, avec l'exemple de notre ami du Niger qui a remporté le prix Miss Geek. Donc, ce n'est qu'en donnant donc le pouvoir à ces jeunes gens qui ont l'imagination, qui ont les compétences de pouvoir innover et apporter des solutions que le public va vraiment se rendre compte de l'utilité des nouvelles technologies. L'exemple que tu as donné du Rwanda de services en ligne ou de services sur mobile, Irembo, je crois que c'est un excellent modèle, parce que beaucoup de gens ne savent pas que ça, c'est vraiment un partenariat public-privé où les services ont été mis à la disposition de la population sans que le gouvernement doive investir préalablement beaucoup de fonds. Donc, c'est quelque chose que n'importe quel gouvernement peut faire en Afrique, parce que c'est un modèle où le privé vient investir et le retour sur investissement se fait sur plusieurs années, à petits coûts, à petits frais. À chaque fois qu'il y a une transaction, il y a quelque chose qui va dans la poche de celui qui a investi, mais il y a aussi quelque chose qui va dans la poche du gouvernement, donc qui permet vraiment de créer un cercle vertueux. Aujourd'hui, le service comprend plus la plateforme comprend plus de 80 services. Je crois qu'on s'achemine à plus de 100 services à la fin de l'année. Et je pense que les attentes aujourd'hui sont telles que si vous trouvez des gens qui s'alignent pour avoir un service, c'est une scène que chaque journaliste doit filmer, parce que pourquoi les gens doivent se mettre à la queue en ligne alors qu'on peut tout faire en ligne? Alors ça, c'est par rapport aux services du gouvernement. C'est la même chose par rapport à la santé, par rapport aux autres services. Et les gens, aujourd'hui, les attentes sont telles que, et ça, c'est pas seulement les gens éduqués ou qui vivent dans les milieux urbains, c'est tout le monde. Il y a un certain standard de service que le privé donne au public. Donc, si tu peux faire des achats en ligne, pourquoi ne pas avoir un service du gouvernement en ligne? Si tu peux faire tes rendez-vous dans une clinique privée ou dans un hôtel, faire tes bookings en ligne, pourquoi ne pas faire la même chose quand tu dois visiter un bureau du gouvernement pour récupérer quelque chose? Donc, les attentes sont très, très élevées, et je crois qu'il y a une certaine prise de conscience, il y a même une certaine struggle, comme on dit, pour les gouvernements de s'ajuster aux attentes de plus en plus exigeantes des populations
autour de l'Afrique. Mais nous avons une très belle histoire en Afrique autour de ça, puisque maintenant, enfin, j'aime toujours dire qu'en Afrique, nous on ne les appelons pas les technologies qui viennent donc perturbatrices plutôt. Pour nous, c'est la technologie à adopter, puisque nous avons le luxe de ne pas avoir hérité donc le trajectoire traditionnel que d'autres pays ou d'autres continents ont adopté, et donc nous rebondissons donc vers le présent et le futur moyennant donc cette technologie. Le e-governance ou bien la e-gouvernance maintenant se répand un peu partout en Afrique. Enfin, il n'y a pas que les services, même la démocratisation. Il faut aussi reconnaître le pouvoir de cette technologie qui permet à nous tous donc de faire par exemple de voter en ligne et de voter en ligne moyennant le blockchain, comme ça s'est passé en Sierra Leone pour la première fois dans le monde. Et il y a aussi l'aspect autonomisation des femmes et des filles moyennant cette technologie qui, à travers mobile money, à travers plein d'autres choses. Santé, les exemples sont prolifèrent à travers le continent, et ça fait grand plaisir, ça nous donne tous donc plus encore d'enthousiasme pour aller de l'avant. Donc nos gouvernements sont très conscients de cette technologie, et de plus en plus on le voit donc s'appliquer dans nos pays. Et ce sont des initiatives, encore une fois, qui sont appuyées à travers l'Union africaine. Et bien sûr, avec l'aide le point que vous soulevez, c'est-à-dire les écarts liés au genre, par exemple dans l'utilisation du mobile, des communications, mais aussi du mobile money. Pour nous, c'est clair que dans le travail que nous faisons de la mesure de notre industrie, dans sa contribution au fait d'atteindre les objectifs du développement durable qui ont été fixés par les Nations Unies comme un cadre de référence pour justement voir dans quelle direction les différents gouvernements doivent pouvoir concevoir les politiques publiques d'amélioration des conditions de vie de leur population. Cet aspect du genre a vraiment un impact très important. Alors, les mesures que la GSM a un programme qui s'appelle Connected Women et qui justement suit un peu ces statistiques d'écart d'utilisation des communications mobiles, avec un intérêt particulier à l'accès à Internet et l'utilisation des services financiers mobiles. Et donc, le travail que l'association, la GSMA, fait avec ses membres, c'est justement de voir quels sont les leviers à mettre en œuvre avec les gouvernements pour avoir cet effet de rattrapage et s'assurer qu'il n'y ait pas de différence entre la population féminine et la population masculine. Et donc, ce rattrapage-là a un effet démultiplicateur dans les impacts de développement socio-économique. C'est une forme, tout simplement, différentes organisations internationales, je pense à la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, l'ont bien remarqué et l'étudient en détail, mais 10% de pénétration en plus de l'utilisation de l'Internet mobile à haut débit, c'est facilement un point de croissance en plus. On parlait de la contribution du secteur au PIB, autour de 10%. Et je crois que le travail que nous faisons, que nos membres font dans leurs investissements, permet justement de continuer à tirer les profits de cette transformation. Peut-être quelques chiffres pour aussi mettre en perspective les défis qu'il y a dans ces investissements. Les revenus de toute l'industrie sur l'Afrique cette année est de l'ordre d'un peu moins de 40 milliards de dollars. Les investissements qui doivent être faits pour les 3-4 prochaines années est de l'ordre de 30 milliards de dollars. Et vous parliez de la croissance du parc d'abonnés. Vous aviez cité qu'aujourd'hui, si on regarde les statistiques administratives, on est presque à 80%. Mais il y a un effet un peu trompeur parfois, c'est le multi-équipement, c'est-à-dire que beaucoup des consommateurs africains ont plus d'une carte SIM. Et les statistiques que nous publions dans ce rapport, Mobile Economy Sub-Saharan Africa, justement essayent de montrer que ce phénomène de multi-équipement, eh bien finalement, quand on le prend en compte,
on est à peu près au milieu du quai, à mi-chemin, puisque que la moitié de la population africaine n'a accès au mobile. Et quand on regardait, je crois que l'autre aspect important que Madame la Commissaire mettait en avant, c'est que par rapport à ces 44% aujourd'hui, 52% dans quelques années, seuls 20% ont accès à Internet. Alors cette croissance est autour de 4%, et je veux juste la mettre en regard avec la croissance des revenus de l'industrie, qui elle n'est que de 1% sur les 5 prochaines années. Donc les défis sont là, et c'est pour ça que la GSMA essaie d'être cette plateforme de dialogue entre les gouvernements, les opérateurs, la société civile, pour essayer de voir quels sont les partenariats qui étaient mis en avant par Jean Philbert sur la possibilité de travailler ensemble. Smart Africa, GSMA sont des partenaires de longue date. Parfois, les options que les gouvernements considèrent, l'analyse que l'industrie en fait, permet de le mettre à la puce à l'oreille des gouvernements, des effets peut-être inattendus qu'ils peuvent avoir. On parle parfois des aspects, des dimensions fiscales ou des aspects de procédures administratives, et on essaie de pouvoir amener la GSMA à ce travail de recherche pour essayer d'amener les faits et les chiffres qui vont permettre au gouvernement de prendre une décision éclairée de cette connaissance de l'industrie. Et ça, c'est un point important, enfin, la prise de décision, et c'est l'utilité, donc, encore une fois, de cette technologie, chose dont j'ai parlé ce matin. Donc, il nous faut ces informations, il nous faut, et là, je passe à un autre élément, qui est l'élément de big data, ou bien cette quantité énorme de données qui sont générées à travers tous nos équipements, et donc, en les analysant, ça permet et au gouvernement et aux entreprises et à toute personne, donc d'une part avoir une meilleure information pour la prise de décision, mais aussi individualiser, même pas personnaliser, mais vraiment individualiser les services et qui sont donc donnés à travers cet outil. Cela dit, il nous faut aussi, avec tout ce qu'on dit, il faudrait reconnaître aussi, comme tout autre secteur, comme toute innovation, il y a aussi des aspects sur lesquels où il faudrait faire attention. Et là, je parle donc de la cybersécurité. On en a parlé aussi. Il y a eu un panel donc qui a été pratiquement, plus ou moins donc dédié à cet aspect. La cybersécurité est chose très importante. Plus on utilise donc cette information, cette technologie, plus on génère des données, entre autres nos données personnelles, ou bien les données de l'État, ou bien les banques, plus il y a besoin donc de renforcer nos systèmes de cybersécurité et de protéger, donc créer les systèmes nécessaires pour protéger les données personnelles. Chose que font les gouvernements et la banque et l'Union africaine, donc à travers la Convention sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Et on a vu aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de gouvernements qui ont donc taillé donc cette convention à leurs besoins pour créer encore une fois un environnement qui est sécurisé et qui permet de développer et l'industrie et aussi donc ces données de manière à être utile sans avoir nécessairement minimiser les impacts négatifs. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses et surtout créer un environnement propice qui est le rôle bien sûr des gouvernements, mais aussi saisir les différentes opportunités économiques, mais aussi le rôle finalement du consommateur d'aller vers les différents services. Alors on s'approche de la fin, mais j'aimerais juste un mot de la fin peut-être de votre part et puis des trois invités sur quels sont selon vous les prochaine ou la prochaine frontière finalement, quel est le principal élément qu'il faudra prendre en compte pour pouvoir accélérer finalement non seulement la propagation et la pénétration du téléphone mobile dans toutes ses formes et des nouvelles technologies, mais aussi une utilisation dans l'intérêt finalement des populations pour que ça puisse améliorer leur bien-être, etc. et permettre d'arriver aux objectifs de développement. Quelle est la prochaine frontière selon vous? On commence avec vous, Jean-Pierre. Wow. Une chose, les données, comme vous venez de le dire, parce qu'on est tous d'accord que les données représentent aujourd'hui la source de la richesse dans le futur. Madame la commissaire vient de le dire. Et il y a des proverbes, on dit « Data is the new gold ». Donc les données, c'est l'or, c'est le pétrole.
Et je crois qu'il y a tellement de données qui sont sous-exploitées aujourd'hui que les agences du gouvernement retiennent, que les entreprises privées, les opérateurs de télécommunications, les banques retiennent, qui permettraient vraiment de pouvoir comprendre comment améliorer la situation de n'importe quelle économie au monde. Et puis au niveau de l'Afrique, il faut qu'on ait une approche particulière parce que ces données-là dont on parle, je crois qu'il y a aujourd'hui des services qui sont basés au-delà de l'Afrique et qui ont beaucoup plus de données sur l'Afrique que l'Afrique elle-même. Donc, je crois que c'est une direction dans laquelle l'Afrique devrait s'orienter pour pouvoir recapturer la valeur de ces données comme un avoir souverain, si vous voulez. Et je sais que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, on n'a pas suffisamment même de données. On doit générer beaucoup plus de données, mais on doit gérer nos données et les valoriser beaucoup plus intelligemment. Et je crois que... Et les protéger aussi. Les protéger. Voilà ce que je peux dire. Mais je sais les choses que l'innovation, la formation, tout ça, c'est important. Et surtout l'éducation, on en a parlé. À votre avis, Jean-François? Alors c'est une question très difficile parce que j'aimerais se limiter à un seul aspect, me paraît difficile, mais peut-être faire le lien entre ce que Jean Philbert mettait en avant et le sujet que Madame la Commissaire a évoqué au sujet de la protection des données personnelles. C'est vrai qu'il y a là, tout comme certains autres aspects de l'environnement réglementaire et politique de l'activité sectorielle, besoin de le compléter. Et aujourd'hui, si on regarde deux régions qui sont un petit peu en avance sur ces cadres juridiques, ce serait l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Il y a la moitié des pays qui ont un cadre, mais la Convention de l'Union africaine et les dispositifs régionaux aident beaucoup. Et c'était le sujet de notre table ronde sur les politiques publiques hier. Et donc l'industrie, pour elle, en Afrique de l'Est, elle a bien identifié qu'il y avait plusieurs pays qui étaient pourtant au carrefour des technologies qui n'avaient pas cet outil-là. Mais l'environnement réglementaire, il a cet aspect fiscal qui est vraiment très très important. Et on voit de plus en plus d'instruments fiscaux spécifiques au secteur et donc qui vont a priori à l'encontre de l'objectif de bonne pratique fiscale qui est d'avoir une assiette large. On a parlé de la contribution à la croissance économique. L'industrie mobile est convaincue qu'elle peut faire grossir le gâteau et pour que la part qui va au gouvernement grandisse. Et donc le message dans le dialogue industrie-gouvernement, c'est de pouvoir travailler ensemble pour mettre les conditions et qu'il y a certains dispositifs fiscaux qui sont vertueux, d'autres qui a priori hypothèquent les chances de demain. Donc c'est cet environnement réglementaire fiscal qui est très important et le dialogue et l'échange de données qui peut être fait entre gouvernements et l'industrie qui permet de faire une décision éclairée et contrôlée. Et je pense que le travail qui est fait entre nos membres ici et le gouvernement du Rwanda a toujours été ce discours, cette politique de la porte ouverte qui, à mon avis, est tout à fait salutaire. Alors, c'est à vous que revient le mot de la fin et surtout dans le contexte de l'Afrique. En fait, oui, justement, pour moi, c'est un marché unique numérique pour toute l'Afrique. Rappelez-vous que nous sommes, notre ambition, c'est une Afrique unie, intégrée dans tous les domaines. Nous avons déjà lancé donc un marché unique pour le transport aérien. Nous sommes très fiers qu'à ce jour, il y a 29 pays qui ont adhéré. Le marché unique aussi, enfin pour le commerce, enfin la zone de libre-échange. Et à ce jour, on a 49 pays qui ont adhéré. Et donc notre mission aussi, c'est de créer une Afrique unie et intégrée sur le niveau numérique. D'une part pour notre population, parce que c'est très important pour qu'on puisse faire des affaires ensemble et pour donc minimiser tous ces coûts et donc en tirer donc plein profit de cette technologie et de ce rapprochement, transformer nos sociétés, nos industries, mais aussi nos relations avec le monde, donc que ça soit un autre niveau beaucoup plus compétitif en offrant donc ce marché énorme. On parle
the next billion, enfin les 1 milliard de personnes donc, qui seront en ligne dans les années qui viennent. Donc c'est un marché incroyable donc, qui s'offre et qui s'ouvre au monde entier. Donc c'est ça l'ambition et c'est sur cela qu'on devrait donc travailler d'ici là. Parfait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Rovella. Et voilà qui clôt cette édition du jour. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt, la semaine prochaine, avec un nouveau topic sur les questions de développement en Afrique. À très bientôt, au revoir. rimwe kabiri gatatu Eric Mucyo komeza ubabwire ibyo wacu ni J Paul Umuhamya Jimmy komeza ubaye ku ngoma si wacu right twagiye mpera z'umucyo gatera iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo gatera iwacu hari hatuma kotsi imirasire idasanzwe hari